Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans RBK Media L'Actu, le podcast qui décrypte toute l'actualité, santé, bien-être, parentalité, sexualité, vie sociale. Et RBK Media L'Actu est produit par RBK Media, un média libre et indépendant. Ce mois-ci, j'ai interviewé 4 femmes qui ont parlé avec leur cœur de l'épreuve si difficile qu'elles ont vécue et que malheureusement, nombreuses d'entre nous vivent, la fausse couche. Pour rappel, la fausse couche touche une femme sur 5, soit une première grossesse sur 3. C'est Eva, Isabelle, Julia et Elsa qui se sont livrées à cœur ouvert et on les remercie encore. Aujourd'hui, pour éclairer ces témoignages, j'interviens directement dans le cabinet du docteur Mélanie Chastel, qui est médecin généraliste spécialisé en santé de la femme et qui va donc nous éclairer sur la fausse couche, la grossesse extra-utérine, l'œuf clair, les IVG, l'hémorragie de la délivrance. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Un plaisir, comme d'habitude. Alors, on va commencer par la fausse couche. Oui. Qu'est-ce qu'une fausse couche du point de vue médical ? Du point de vue médical, une fausse couche, c'est une grossesse qui va s'arrêter dans son développement. Donc, ça dépend du stade du développement. On va parler de fausse couche précoce au cours du premier trimestre et de fausse couche tardive lorsqu'on va dépasser les 12 semaines d'aménorrhée. Donc, c'est un arrêt spontané de la grossesse normale. Quels sont les facteurs de risque les plus fréquents ? Alors, il va y en avoir pas mal. Ça va être des facteurs qui vont être indépendants de la femme. Et ça, c'est important de leur dire, de leur répéter. C'est que la plupart du temps, c'est qu'il y a une anomalie génétique, chromosomique, qui va faire que la grossesse va s'arrêter spontanément avant 3 mois sans qu'on ait à intervenir et à faire une demande d'arrêt médical de grossesse. Il peut y avoir des facteurs extrinsèques comme une infection par chlamydier ou du tabac. Ça peut arriver aussi que les patientes fumeuses fassent plus de fausses couches. Les antécédents de grossesse extra-utérine vont être un facteur de risque aussi de récidive de grossesse extra-utérine, donc de grossesse qui ne vont pas être menées à terme. Voilà. Il y a plusieurs facteurs. La plupart des fausses couches, c'est sur des anomalies chromosomiques. Comment se passe la prise en charge sur le plan médical et j'imagine aussi le plan psychologique, puisqu'on a vu l'impact malheureusement que ça avait chez les femmes dans leur maternité. C'est toujours très très mal vécu la fausse couche, même l'IVG, même si c'est une décision qui est prise par la femme. Globalement, une grossesse qui s'arrête, c'est jamais quelque chose de facile. Et pour nous également à prendre en charge. Au niveau médical, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du stade auquel la grossesse s'est arrêtée. Si c'est précoce et qu'on est encore dans les délais de l'avortement, de l'IVG, on peut donner des médicaments qui vont aider à expulser l'œuf plus ou moins donc l'embryon. Et si on a dépassé un certain stade, on doit passer par la technique chirurgicale. Et donc là, en fait, on passe en IVG. C'est avant 14 semaines, ça va être considéré comme une demande, ça va être comme une demande d'IVG. Après, sur les fausses couches tardives, par contre, on est sur du médical. Puisqu'en France, du coup, on peut aller jusqu'à 16 semaines pour l'avortement. Donc après, quand on dépasse des fausses couches qui arrivent à des grossesses qui s'arrêtent à 4 mois, du coup, c'est médical. C'est-à-dire, c'est quoi la différence entre IVG et médical ? IVG, c'est une demande volontaire. Volontaire. C'est la femme qui fait la demande. Okay. Une fausse couche, ça va être une grossesse qui va s'arrêter spontanément et on utilise les mêmes protocoles médicamenteux. D'accord. Les mêmes médicaments en fait. Les mêmes médicaments, mais permettre d'expulser. Okay. Ouais. En fait, c'est pas bien évidemment, c'est pas le même terme, mais en tout cas, c'est la même méthode. Derrière, oui, la prise en charge, c'est pareil. Parce que du coup, donc on a Elsa qui a vécu 4 interruptions volontaires de grossesse, donc 4 IVG. Donc tu disais que c'est jusqu'à quel terme on peut avoir recours à ça ? 14 semaines. Alors là, il y a des centres, par exemple, nous sur Marseille, les centres universitaires, donc la Timone, la Conception ou l'Hôpital Nord, ça peut aller jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée. Ça fait pas très longtemps que ça a été augmenté, le délai. Et du coup, sur ces délais-là, il va y avoir 2 techniques. Soit on peut repasser par médicament, soit par chirurgie. D'accord. Ça va dépendre du centre où on est pris en charge. Donc, médicament, c'est jusqu'à quand ? En ville, ça va être 9 semaines d'aménorrhée. Ok. Et donc, comment ça se déroule concrètement ?
Pour les IVG ? Oui. Concrètement, la patiente va faire la demande d'avortement, on va la recevoir en consultation, donc elle peut être accompagnée bien sûr. On va toujours proposer un entretien avec une conseillère conjugale pour la prise en charge psychologique, ce qui est obligatoire pour les mineurs. Pour les majeurs, elle est proposée systématiquement. Ça permet d'accompagner la patiente, même si elle ne fait pas l'IVG à l'hôpital, qu'elle l'a fait en ville et donc chez elle, à domicile, d'avoir quand même un soutien psychologique nécessaire. C'est toujours un petit peu... Enfin, moi, je trouve que c'est toujours nécessaire d'accompagner ces femmes sur ce point-là. Bien sûr. Et elles vont faire donc une demande d'avortement. On va prescrire tout ce qui va être nécessaire. Prise de sang, faire l'échographie pour dater la grossesse, voir si on est encore dans les délais pour la technique médicamenteuse. Et ensuite, on revoit la patiente avec le consentement, la fiche d'information, et on peut lui donner le premier médicament. Premier cachet qui va arrêter le développement de la grossesse. Et un second cachet à prendre donc à la maison si on est OK au niveau... on va dire soutien, entourage, etc., qu'elle n'est pas toute seule pour prendre ses cachets, 48 heures après. Et ce médicament-là va lui permettre de créer des contractions utérines et du coup d'expulser. Et quand c'est chirurgical, ça se passe comment? On est endormi? Oui, alors la technique chirurgicale, ça va être une petite anesthésie générale. Il y a des patients qui demandent une anesthésie locale, c'est possible. Hein. C'est possible, c'est vrai que parfois, c'est un petit peu plus difficile, c'est plus mal vécu d'entendre tout ce qui se passe au bloc, notamment. C'est une intervention qui va durer une trentaine de minutes, où en fait, on fait une aspiration du contenu de l'utérus et une vérification directement après le geste. Ça permet aussi de poser directement une contraception immédiate, donc un implant, un stérilet, et la patiente, lorsqu'elle se réveille de son anesthésie, ben, voilà, tout est cadré pour la suite. Et est-ce qu'on peut avoir le choix? Par exemple, si on est, là, on doit nous donner en priorité des médicaments, est-ce qu'une femme peut dire, bah, moi non, je préfère toujours chirurgical? Toujours. Alors l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'une patiente qui a 12 semaines, on ne pourra pas lui donner les cachets, mais par contre, à la maison ce ne sera pas possible en tout cas, mais par contre, une patiente qui est même à 7 semaines d'aménorrhée et qui est dans les délais pour les médicaments, peut dire moi je préfère une chirurgie, je veux être endormie, voilà, je préfère que ce soit fait sur l'hôpital aussi, pas forcément à la maison, hein. On peut être hospitalisé même une demi-journée pour prendre les médicaments à l'hôpital, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. Donc Elsa nous a parlé d'une hémorragie de la délivrance lorsqu'elle a fait donc cette IVG. Est-ce que c'est fréquent? Quelles en sont les causes? Le risque hémorragique lors de l'IVG, il est à peu près de 1%, donc c'est quand même assez rare, mais pas tant que ça. Et donc c'est un risque sur lequel on doit insister auprès des femmes, notamment pour pas qu'elles soient seules lorsqu'elles prennent les médicaments à la maison. C'est-à-dire que si moi, elles sont seules avec leurs enfants, je considère que c'est pas des conditions qui sont adéquates pour faire une IVG à domicile. Je préfère qu'elle soit hospitalisée une demi-journée et qu'elle soit sous surveillance pour la prise des médicaments. Ou bien elle s'organise de son côté pour ne pas être seule, parce que du moment où ça va saigner, c'est normal, il faut que ça saigne, il faut qu'il y ait des caillots, qu'il y ait une expulsion, mais si ça dépasse une certaine quantité, ce n'est pas normal, il faut qu'elle puisse consulter en urgence sur l'hôpital le plus proche qui réalise les avortements. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque identifiables en amont? Pas tellement. Alors, les patientes qui ont des facteurs de risque, on va dire au niveau de la coagulation, les patientes qui ont un trouble de la coagulation, qui vont avoir tendance à plus saigner, de toute façon, en général, on les contre-indique à l'IVG médicamenteuse pour ça. C'est pour ça qu'on fait un bilan, d'ailleurs sanguin, avant l'avortement. Les patientes anémiées aussi, on va éviter parce que elles vont saigner et elles peuvent se mettre du coup en détresse cardiaque sur une anémie sévère, sur une hémorragie brutale. Mais ça ne va pas dépendre du stade de la grossesse. Les patientes, malheureusement, elles font des hémorragies, elles sont à 6 semaines d'aménorrhée et d'autres à 9. Ça se passe super bien, quoi. Et donc, quelle est la prise en charge là? C'est une situation d'urgence? Situation d'urgence, donc la patiente, elle est hospitalisée. Donc, soit elle peut se rendre aux urgences gynécologiques les plus proches. Nous, on leur donne toujours une fiche d'information avec l'adresse de l'hôpital avec lequel on est conventionné pour les avortements, lorsque c'est en ville, soit par le 15 directement. Moi, je leur dis, si vous voyez que ça saigne en mode robinet ouvert, vous ne cherchez pas, vous n'attendez pas à la maison, vous consultez. En général, il y a une échographie qui est faite pour vérifier, voir où ça en est au niveau de l'avortement. Si l'hémorragie s'arrête, la patiente est perfusée, hydratée, etc., on surveille. Puis parfois, il faut faire un curetage, il faut aller aspirer le contenu pour que l'hémorragie s'arrête, pour que la coagulation puisse se faire en fait.
Alors Isa nous a parlé d'une grossesse extra-utérine qu'elle a vécue à, je crois, si mes souvenirs sont bons, presque 4 mois de grossesse. Elle est également dans un parcours PMA. Je viendrai sur ces questions-là par la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une grossesse extra-utérine et quels sont les signes d'alerte? La grossesse extra-utérine, c'est une grossesse qui va se localiser dans la trompe. Enfin, pas forcément dans la trompe, mais la plupart du temps dans la trompe. En tout cas, pas où il faut. Pas dans l'utérus, sauf que les structures qui sont autour de l'utérus ne sont pas faites pour accueillir un embryon et permettre un développement de la grossesse, ce qui fait que ces structures vont être mises en tension assez rapidement puisque ça grandit quand même assez vite et le risque c'est la rupture notamment de la trompe, l'hémorragie massive et du coup parfois même le décès de la patiente. C'est une cause de mortalité maternelle qui est encore présente dans notre pays. Alors les signes d'alerte ils sont très ça peut être très très vaste, c'est-à-dire que vous avez des patientes, elles vont avoir typiquement le tableau, on sait qu'elles sont enceintes, elles n'ont pas encore forcément fait d'échographie ou on a bien visualisé qu'il y a une grossesse dans l'utérus, elles vont commencer à avoir des petits saignements de couleur un petit peu foncée, ce qu'on appelle du spotting, associé à une douleur pelvienne latéralisée, donc droite ou gauche selon le côté de la GU, et donc devant ce tableau-là, elles sont souvent conduites aux urgences le jour même. Le diagnostic en général c'est posé assez rapidement. Assez rapidement. En cas de doute, de toute façon, on adresse toujours les patientes aux urgences gynéco. Il y a une cinétique des bêta-HCG qui sont faits, puisque normalement... Le bêta-HCG, c'est l'hormone. Oui, l'hormone de grossesse. Normalement, dans une grossesse d'évolution normale, les bêta-HCG vont doubler toutes les 48 heures. Dans le cas de la GU, ça va stagner. C'est-à-dire que vous allez avoir une patiente, par exemple, qui a des bêta-HCG à 300 et 48 heures après, on va être à 380 alors qu'on devrait être à 600. Ça peut être le cas aussi des fausses couches ou des grossesses qui vont s'arrêter spontanément. Et c'est là où parfois le diagnostic est très difficile. C'est-à-dire qu'on peut penser que la patiente fait une fausse couche alors qu'elle est en train de faire une grossesse extra-utérine. D'où l'importance de faire les échographies répétées. C'est-à-dire que lorsqu'on ne voit rien, on recontrôle et on revoit la patiente systématiquement toutes les 48 heures pour évaluer son état clinique, l'échographie et les bêta, tant qu'on ne voit rien en fait. Voilà. Et le souci, c'est que parfois les patientes, elles savent qu'elles sont enceintes, elles ont leur rendez-vous gynéco, elles n'ont pas spécialement de symptômes et en fait elles sont en train de faire une grossesse extra-utérine et parfois elles arrivent aux urgences, la trompe est en train de se rompre et elles n'ont pas eu spécialement de douleur ou de saignement avant. Le tableau peut être assez difficile à cerner, ouais. Et donc, quelles sont les options de prise en charge du coup? Alors après je suis pas chirurgienne, mais du coup j'ai beaucoup de patientes malheureusement qui sont confrontées à ça. Avant on essayait donc alors il y a deux prises en charge. Il y a le médicament, ça va être le méthotrexate par injection. Donc c'est un médicament qu'on injecte qui va en fait provoquer l'expulsion de l'œuf par voie naturelle. Et en cas d'échec du méthotrexate ou si on est à un stade trop avancé, c'est-à-dire les patientes qui arrivent aux urgences, elle est en train de rompre sa trompe, bien sûr on ne va pas lui faire une injection de médicament, on va la prendre en charge au bloc directement. Avant on essayait de sauver la trompe en faisant ce qu'on appelait une salpingotomie, sauf que le risque de récidive est trop élevé parce qu'en fait souvent la trompe est abîmée. Donc maintenant la plupart des chirurgiens, la plupart des centres d'IVG et de chirurgie gynéco enlèvent la trompe, donc c'est une salpingectomie. Et du coup, j'imagine qu'il y a des répercussions sur la fertilité? Alors, pas tant que ça, puisque du coup, naturellement, l'ovaire du côté où la trompe n'a pas été abîmée va prendre un petit peu le relais et la fertilité des patientes est légèrement abaissée, mais pas tant que ça. Ça ne diminue pas le risque de fertilité, d'infertilité plutôt, n'est pas doublé, quoi. Maintenant, on va parler de l'œuf clair. Donc, Julia a appris à l'échographie qu'elle portait malheureusement un œuf clair. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela signifie? L'œuf clair, ça va être une grossesse arrêtée avant qu'il y ait un embryon qui soit visible. C'est-à-dire qu'il y a eu une fécondation, il y a eu une nidation, l'œuf il s'est positionné comme il faut au niveau de l'utérus et l'œuf va grossir comme s'il y avait un développement embryonnaire, sauf qu'il n'y a pas de développement embryonnaire. Et donc, on va pouvoir poser le diagnostic d'œuf clair à une échographie lorsqu'on est à peu près à 16 mm, donc à peu près 1,5 cm, sans embryon visible. Et c'est dû à quoi? Souvent, c'est des anomalies chromosomiques. Ça va être comme une fausse couche, en fait. C'est une grossesse arrêtée, mais qui ne va pas spontanément s'évacuer. La plupart du temps, le traitement, il va être soit médicamenteux et dans des cas où ça ne part pas, par aspiration également. Est-ce que c'est fréquent? Oui, c'est fréquent quand même. Moi, je trouve que ça fait partie des grossesses dont tu parlais qui s'arrêtent spontanément au premier trimestre. Donc,
Une femme sur 4, je crois. Hein. C'est beaucoup. Ah oui, d'accord, c'est même plus c'est même parce que depuis le début, j'ai noté que c'était une femme sur 5 et une première grossesse sur 3. Bon, du coup, 1 sur 4, on est à la moitié. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est important de le dire aux femmes parce que souvent, elles ne le savent pas. Et puis, elles se disent qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Alors qu'en fait, il n'y a rien qu'on peut faire sur la grossesse arrêtée précoce comme ça. Même là, j'ai eu. Hein. Malheureusement, ça tombe sur les patientes comme ça et c'est très difficile. Et justement, donc il y a ces parcours de PMA. Donc Isaac est dans un parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, ponctué d'épreuves longs, difficiles. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste un parcours PMA ? Alors la PMA, ça va être une prise en charge médicale de la procréation. Après, tout va dépendre de là où se situe entre guillemets, le problème de fertilité, parce que parfois ça va être un problème au niveau du spermogramme, au niveau du mari, du conjoint. Parfois ça va être au niveau de la femme qui va ovuler de manière irrégulière ou qui va avoir de l'endométriose. Le protocole en fait est vraiment adapté à chaque couple et même sur les couples du coup homosexuels, ça va dépendre de la demande qui est faite quoi. Donc c'est très variable. Ça peut aller de l'insémination artificielle juste avec don de sperme par exemple à ce qu'on appelle l'ICSI, c'est-à-dire on va sélectionner un ovule, on va sélectionner un spermatozoïde, on fait la fécondation in vitro et on réimplante les embryons. Donc c'est très très vaste. Et donc Isa a vécu des fausses couches répétées, comment t'expliques ça ? Ces fausses couches à répétition, pareil, c'est chromosomique. C'est chromosomique, la plupart du temps, c'est ça. Hein. C'est chromosomique. La majorité des patientes, ça va être ça. Fausse couche à répétition, ça va être plus de 3 grossesses arrêtées, donc plus de 3 fausses couches. On va parler de grossesses à répétition. Il va y avoir aussi On dit qu'au bout de 3 fausses couches, on parle de fausses couches à répétition. Il en faut 3 espacées, peu importe. Ok. 3, alors après, c'est vrai que souvent, au bout de 2, déjà, les patientes sont demandeuses d'explications et on commence à lancer tous les bilans. Donc, on va faire toutes les recherches chromosomiques, les karyotypes chez les deux parents. On va faire aussi tout ce qui est bilan auto-immun parce que chez les femmes, ça peut être une pathologie auto-immune qui empêche en fait les grossesses spontanées, notamment le lupus, le SAPL, où il y a des anticorps qui vont attaquer en fait les embryons, enfin les fœtus. Donc, on va rechercher ça, les pathologies de la coagulation, tout ce qui va être infectieux, donc chlamydia, antécédent de pathologie IST. Et au niveau même anatomique, il y a des patientes, elles ont un utérus, il y a une cloison au milieu, donc il ne peut pas y avoir de nidation. Les hommes, il y a des hommes qui ont eu de la chimiothérapie étant jeunes sur des cancers, des leucémies, etc. et qui vont avoir aussi des troubles au niveau du spermogramme. Donc c'est vraiment adapté à chaque patient, il n'y a pas un seul protocole PMA. Très variable. Merci beaucoup, Mélanie. De rien. Pour tes réponses éclairées sur ces sujets. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on termine ? On remercie encore une fois celles qui ont pris la parole ce mois-ci parce que franchement, ça n'a pas été des émissions simples pour elles, en tout cas, de s'exprimer. Et merci encore. Donc, c'était Eva, Isabelle, Julia et Elsa. C'est super. Oui, non, c'est très bien de donner la parole à ces femmes parce que c'est tellement fréquent. Et nous, dans nos cabinets, on le voit tellement souvent qu'il ne faut pas le banaliser non plus. Et je pense que d'avoir des professionnels de santé qui sont, je trouve, plus à l'écoute des patientes, ça peut être que bien. Voilà. Je suis d'accord. Merci. Merci beaucoup.